Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous amène sur une île qui n'existe pour l'instant que sur le papier. Une île que vous allez devoir imaginer, structurer et façonner trait après trait. Un jeu qui ne parle ni de combat, ni de domination directe, mais de vision, d'anticipation et d'élégance dans les choix. Bienvenue sur Peninsula. Dans Peninsula, vous incarnez l'un des meilleurs paysagistes du royaume, convoqué par la reine pour participer à un concours exceptionnel. Votre objectif n'est pas seulement de remplir une grille ou de poser des éléments au hasard, mais de concevoir une île cohérente, ingénieuse et surtout suffisamment impressionnante pour séduire l'œil de la monarque. Chaque décision compte car ici, tout ce que vous dessinez restera visible jusqu'à la fin de la partie. Peninsula est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 40 minutes à partir de 10 ans. Le jeu a été imaginé par Juma Al-Joujou et Galen Goodwick. Le jeu est édité par Karma Games, avec des illustrations de Malzberg. Ce qui distingue Peninsula, c'est cette sensation de puzzle progressif. Vous dessinez directement sur votre plateau personnel, votre feuille, vous tracez des routes, des canaux, vous développez des villages, des forêts, des tunnels, et vous déplacez votre architecte afin d'atteindre des destinations clés. Cela se fait sous la contrainte d'icônes imposées, de missions précises, ce qui va transformer chaque tour en véritable casse-tête stratégique. Le jeu vous donne beaucoup de liberté, mais impose aussi des choix parfois difficiles. Faut-il optimiser maintenant ou préparer un coup pour plus tard et qu'il soit plus rentable? Faut-il sécuriser les missions ou penser à d'autres points? Peninsula est un jeu calme dans son ambiance, mais très exigeant dans les choix qu'il impose. On réfléchit beaucoup, on anticipe, on accepte aussi que certaines erreurs sont irréversibles. Autre point très important, le jeu se joue également très bien en solo. Le jeu propose un mode dédié avec une structure légèrement différente, qui va renforcer encore plus l'aspect puzzle et l'optimisation. Si vous aimez les jeux dans lesquels on construit patiemment quelque chose, où la planification à long terme est essentielle, où chaque partie raconte une histoire différente à travers le plateau que vous dessinez, alors Peninsula mérite clairement votre attention. On va maintenant entrer dans le détail pour voir tout ce que le jeu propose. Allez, on va voir comment ça se passe. Et nous voilà avec le jeu. On va maintenant entrer dans le cœur de la vidéo. On prendra le temps de parcourir la règle du jeu, pas à pas, avec le fonctionnement général, les actions possibles, les déplacements, les missions et bien sûr le décompte final. On verra également le mode solo, qui apporte une approche différente et qui mérite qu'on s'y attarde. Et pour finir, je vous donnerai mon avis complet, avec le ressenti en jeu, l'attention, la cohérence entre le thème et les mécaniques, la rejouabilité, et pour quel type de joueur Peninsula est le plus adapté. Commençons tout de suite avec un peu de contexte. La reine a convoqué les meilleurs paysagistes du royaume pour participer à un grand concours. Votre mission est claire, concevoir une île capable de répondre au mieux aux exigences de la monarque. À vous d'imaginer, de façonner et de présenter un plateau qui saura se montrer le plus attrayant possible. Seul le projet le plus séduisant remportera les faveurs de la reine. Son créateur obtiendra alors la charge tant convoitée de maître paysagiste, responsable du prochain grand projet royal. Votre version de l'île parfaite conviendra-t-elle à captiver l'œil de la souveraine? Avant de commencer à tracer votre île, voyons comment préparer la partie. Le mode principal se joue de 1 à 4 joueurs. Si vous êtes plus nombreux autour de la table, je vous parlerai d'une variante un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, donnez à chaque joueur la même fiche. Pour une première partie, il est conseillé d'utiliser la face M1. De l'autre côté, vous avez la face M2. Chaque joueur prend ensuite un crayon et idéalement une gomme. 4 crayons sont fournis dans la boîte. Et si vous voulez vous immerger un petit peu plus, n'hésitez pas à donner un nom à votre île. On passe maintenant aux cartes icônes. Mélangez toutes les cartes icônes pour former une pile face cachée, placée au centre de la table. Une fois que c'est fait, retirez 5 cartes de la pile. Ces cartes ne seront pas utilisées pendant la partie. Placez les faces visibles sur le côté, afin que tout le monde sache clairement qu'elles ont été retirées du jeu. On va maintenant installer les cartes liées aux destinations. Placez les 6 cartes cases destination, celles qui affichent une phase de dé face visible, en rangée au centre de la table. Ensuite, mélangez les cartes bonus destination. Prenez-en 6 au hasard et placez-les face visible, une sous chaque carte case destination, de manière à former 6 paires. Toutes les cartes bonus destination restantes sont rangées dans la boîte. Pour une première partie plus simple, vous pouvez soit ne pas utiliser des cartes bonus destination, ou les cartes bonus destination numérotées de 1 à 6. Vous avez un chiffre ici. On continue avec les cartes mission. Mélangez toutes les cartes mission, puis révélez-en 6 au hasard. Classez-les ensuite par ordre alphabétique, et placez-les au-dessus des cartes case destination de gauche à droite, A à Z. Les cartes de mission restantes peuvent être rangées dans la boîte. Avant de continuer, prenez votre fiche. Vous y trouverez des boussoles. Recopiez sur ces boussoles les lettres des missions, ainsi que leur point de victoire. Faites-le dans le même ordre que les cartes missions disposées sur la table. Ainsi, la première boussole à gauche correspond toujours à la première mission à gauche. Là encore, pour faciliter vos débuts,
Vous pouvez soit ne pas utiliser ces deux cartes mission ou uniquement les missions A à F. On arrive maintenant à un petit réglage en fonction du nombre de joueurs. En bas de chaque plateau, vous verrez des icônes bouées. Le nombre de bouées disponibles dépend du nombre de joueurs. En partant de la droite, rayez certaines bouées en vous référant au tableau des règles. Une fois tout cela prêt, déterminez au hasard qui commence la partie. Ce joueur sera le joueur actif lors du premier tour. Juste avant de lancer la partie, choisissez votre case de départ. Tous les joueurs choisissent en même temps et en secret une case, puis placent leur disque transparent sur la case choisie. Attention toutefois, les cases comportant un port ou une destination ne peuvent pas être choisies comme case de départ. Ce sont des types de cases terrestres particulières. Ici, c'est ce qu'on appelle une case maritime virtuelle. Ici, une case côtière, une case terrestre, un port, une case destination, les billets, les bouées. Ici, vous mettrez votre score final. Ici, les boussoles pour la mission. Et ici, les points en fin de partie. Une fois toutes les cases de départ choisies, il ne reste plus qu'à révéler 2 cartes icônes depuis la pile. La partie peut maintenant commencer. Dans Peninsula, vous participez à un grand concours paysagiste. La partie se déroule sur un nombre fixe de tours. À la fin de la partie, le jeu s'arrête et le joueur qui possède le plus de points de victoire, qu'on appellera PV, remporte la partie. Pour marquer ces points, vous allez peu à peu façonner votre île sur votre plateau personnel. Vous dessinerez des icônes qui faciliteront vos déplacements. Vous atteindrez certaines destinations qui rapportent des points de victoire. Et parfois des bonus supplémentaires. Et vous créerez différents arrangements pour accomplir les missions du jeu, tout en essayant de prendre l'avantage sur vos adversaires. Une partie de Peninsula se déroule en une succession de tours, et chaque tour suit toujours la même structure, en 3 phases bien distinctes. Chaque tour se compose d'une phase de choix des icônes, effectuée par le joueur ayant le rôle actif, pour tous les joueurs. Une phase d'action, réalisée simultanément par tous les joueurs, puis une phase d'administration qui conclura le tour. Voyons maintenant ces phases plus en détail. Lors du premier tour, le joueur qui commence reçoit le rôle actif. Tous les autres joueurs ont alors le rôle passif. Si vous avez le rôle actif, vous prenez une des 2 cartes icônes disponibles, placées face visible. Chaque carte icône montre 2 icônes différentes. Vous en choisissez une pour vous, et l'autre icône est de manière automatique attribuée au joueur passif. Placez ensuite la carte dans votre zone de jeu personnelle, avec l'icône que vous avez choisie orientée vers vous, et l'autre icône orientée vers les joueurs. Ainsi, chaque joueur constitue une pile de défausse dans sa zone, sur laquelle seule la dernière carte jouée reste visible. Cela permet de visualiser combien de fois chaque joueur a été actif au cours de la partie. Par exemple, c'est à moi de jouer. Je décide de prendre cette carte, je suis le joueur actif. Je peux la mettre comme ceci. Et dans ce cas-là, cette icône est pour moi, et celle-là pour les autres joueurs. Et je peux tout aussi bien le placer comme cela, pour moi, pour les autres. Une fois l'icône choisie, on passe à la phase centrale du jeu, la phase d'action. Sur vos îles respectives, tous les joueurs agissent de manière simultanée. Chaque joueur commence par utiliser l'icône obtenue lors de la phase de choix des icônes. Une icône peut être utilisée de 3 façons différentes. Soit vous dessinez l'icône sur votre plateau, soit vous échangez l'icône contre un mouvement, soit, si vous avez le rôle passif, vous pouvez utiliser une bouée pour dessiner l'icône du rôle actif. Avant et ou après avoir utilisé votre icône, vous pouvez également effectuer les actions suivantes, et dans n'importe quel ordre et autant de fois que vous le souhaitez. Déplacer votre architecte, colorier les icônes, déverrouiller et utiliser un bonus de destination, accomplir une mission. Chacune de ces actions propose ses propres règles que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur action, la phase d'administration permet de finaliser le tour avant de passer au suivant. Une fois que tous les joueurs ont terminé la phase, le tour s'achève, un nouveau tour commence. Le rôle actif passe alors au joueur suivant dans le sens horaire. Ce nouveau joueur actif prend une carte de la pile, carte d'icône, et la place à côté de l'autre carte face visible. L'objectif est simple, il doit toujours y avoir 2 cartes icônes face visible disponibles pour la prochaine phase de choix des icônes. Si au moment de piocher une nouvelle carte icône, la pile est vide, la partie se termine immédiatement. Avant de rentrer dans le détail des actions, faisons un point sur quelques notions clés utilisées. Position actuelle. Dans Peninsula, votre architecte est représenté par un disque transparent qui se déplace sur votre île. La case sur laquelle il se trouve est appelée votre position actuelle. Cette notion est essentielle car de nombreuses actions dépendent de cette position. Tout au long de la partie, vous allez régulièrement dessiner des icônes. Il existe 6 icônes différentes que vous pouvez dessiner. Les villages, les bateaux, les tunnels, les forêts, falaises ainsi que montagnes. En règle générale, vous dessinez une icône à chaque tour, ou presque. Certaines règles s'appliquent à chaque fois que vous dessinez une icône.
Tout d'abord, une icône doit être dessinée sur une case terrestre, c'est-à-dire une case blanche. Elle doit se trouver à côté de votre position actuelle. Il est donc interdit de dessiner dans l'eau, de dessiner directement sous votre architecte ou de dessiner à une distance de plus d'une case de celui-ci. Ensuite, une seule icône peut se retrouver dans une même case. La seule exception concerne les falaises qui peuvent partager une case avec une autre icône. Enfin, lorsque vous dessinez une icône, vous tracez uniquement son contour et vous laissez l'intérieur vide. Les villages, les bateaux, les tunnels ainsi que les forêts peuvent être coloriés plus tard selon d'autres règles. À chaque fois que vous dessinerez un village ou un bateau, vous devez également dessiner, comme c'est indiqué, une flèche à côté de cette icône. Ces flèches représentent des routes ou des canaux. Elles sont essentielles pour déplacer votre architecte plus tard dans la partie. La flèche relie toujours deux cases. La case où se trouve le nouveau village ou bateau, une autre case terrestre adjacente de votre choix. La position actuelle de votre architecte n'a aucune importance. La flèche peut même pointer vers la case où se trouve déjà votre architecte. C'est-à-dire que si je suis ici et que je décide de dessiner ce village, déjà je ne peux le dessiner que par là. Je le dessine ici et je fais une flèche vers une case à côté. Un nouveau village vous donne une route représentée par une flèche bidirectionnelle. Chaque carte, icône, représente deux icônes différentes. Les cartes icônes sont équilibrées. Chaque icône apparaît 10 fois dans le jeu, et chaque paire possible d'icônes apparaît 2 fois. Lorsque vous dessinez un bateau, il obtient un canal. Ce canal est représenté par une flèche qui part du bateau et pointe vers une case terrestre adjacente. Il est important de noter que deux cases peuvent être reliées par plusieurs flèches. Par exemple, deux bateaux peuvent parfaitement avoir des canaux qui pointent l'un vers l'autre. Les falaises sont des icônes particulières, avec des règles spécifiques. Ce sont les seules icônes qui peuvent partager leurs cases avec d'autres icônes. Voilà comment elles fonctionnent. Les falaises sont considérées comme des ajouts, ce qui signifie qu'elles peuvent être dessinées dans une case qui contient déjà l'une des 5 autres icônes, ou dans une case vide. Si vous dessinez une falaise dans une case vide, il est tout à fait possible de revenir plus tard pour y dessiner l'une des 5 autres icônes. Attention, il existe une restriction très importante. Une case de port, donc, comme c'est indiqué ici, et donc ces cases-là, là ou encore là, ne peuvent jamais contenir de falaise. Il est donc interdit de dessiner un port dans une case où se trouve déjà une falaise. Et inversement, de dessiner une falaise dans une case où se trouve un port. Pour dessiner une falaise, faites un trait sur chacun des côtés de la case choisie. Ici, côté signifie un bord de l'hexagone choisi qui donne sur l'eau. N'importe quelle case maritime incluant le lac du plateau M2. Une case qui touche 3 cases maritimes, par exemple, aura 3 segments de falaise. Une case qui ne touche pas d'eau ne peut avoir aucune falaise. C'est-à-dire que ici, si je mets la falaise et que je peux la mettre, je ne la mettrai que ici. Cette case-là peut recevoir 2 falaises. Celle-là, par exemple, ne peut en recevoir aucune. À la place de dessiner une icône, n'importe quel joueur peut choisir de l'échanger contre un déplacement gratuit. Dans ce cas, vous ne dessinez aucune icône et vous déplacez immédiatement votre architecte. Vous pouvez alors soit aller sur une case terrestre adjacente, soit, si votre position actuelle possède un port, vous déplacer vers la case d'un autre port de votre choix. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les règles précises de mouvement. Enfin, parlons de l'utilisation des bouées. Si vous avez le rôle passif, vous pouvez décider de dessiner l'icône du rôle actif au lieu de celle qui vous a été attribuée. Pour cela, vous rayez une bouée sur votre plateau, puis vous dessinez l'icône choisie par le rôle actif. Attention, si vous n'avez plus aucune bouée disponible, cette option n'est pas possible. Parlons du mouvement. Avant et ou après avoir utilisé votre icône, vous pouvez déplacer votre architecte. Le mouvement est très libre. Il existe 2 grandes façons de se déplacer, et vous pouvez les combiner et les répéter autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous en avez les moyens. Vous allez pouvoir utiliser un biais. Ils sont ici. Chaque biais ne peut être utilisé qu'une seule fois. Il y en a 3 sortes. Le biais bot, vous déplacez d'une case vers n'importe quelle case terrestre adjacente. Le biais port, vous déplacez sur n'importe quelle autre case qui contient un port. Vous devez être sur une case port pour utiliser ce biais. C'est-à-dire que si je suis ici, je pourrais me déplacer jusque là. Et le biais ballon, vous vous déplacez sur une case terrestre à une distance d'exactement 2 cases de votre position actuelle. Il est permis de traverser une case maritime pendant ce mouvement. Tout le monde commence avec le même nombre de billets disponibles. Un billet n'est disponible que s'il est entouré d'un cercle noir sans pointillé. S'il est entouré d'un pointillé, le billet n'est pas encore disponible. Il faut le débloquer avant de pouvoir l'utiliser. Lorsque vous le débloquez, vous encerclez l'icône d'un trait continu. Pour utiliser un billet, rayez-le. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'est pas disponible, alors que là, il est disponible. En plus des billets, vous pouvez également vous déplacer en utilisant l'infrastructure de votre île, autant de fois que vous le souhaitez. Il existe 3 types d'infrastructures. Les routes, qui sont fournies par les villages.
Si la case sur laquelle vous vous trouvez contient une flèche bidirectionnelle, vous pouvez suivre cette route et vous déplacer vers la case adjacente indiquée par la flèche. Si j'ai dessiné un village ici, et que j'ai mis la flèche comme cela, je peux me déplacer de là jusqu'à ici. Les canaux, eux, sont fournis par les bateaux. Si votre case contient un bateau, vous pouvez suivre son canal et vous déplacer vers la case adjacente vers laquelle la flèche pointe. Enfin, si votre case contient un tunnel, vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel autre tunnel présent sur votre plateau. Par exemple, imaginons, mon architecte est ici. Ici, j'ai dessiné un tunnel. Je barre ma botte et je me déplace là. J'ai un autre tunnel dessiné ici. Je viens là. Je barre mon deuxième billet botte. Ici, j'ai un village. Je me déplace comme ceci. La flèche est comme cela. Je l'utilise pour me déplacer. Ici, j'avais dessiné un port. J'utilise le canal du bateau pour me déplacer vers la flèche que j'avais dessinée là. Donc je viendrai là. Je suis sur un port. J'utilise mon billet port et je pourrais aller jusque là. En plus de dessiner des icônes, vous pouvez aussi les colorier, ce qui est essentiel pour marquer des points. Chaque icône coloriée rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. Vous pouvez colorier une icône soit pendant la phase d'action, soit en fin de partie, à condition que les conditions spécifiques de cette icône soient remplies. Pour colorier un village, il doit y avoir au moins 4 types d'icônes différentes dans les cases adjacentes. Un autre village peut parfaitement compter comme l'un de ces 4 types d'icônes présents autour. Colorier un bateau. Pour colorier un bateau, une condition est requise. Il doit y avoir au moins une flèche pointant vers ce bateau. Cette flèche peut provenir d'un village, d'un port, d'un autre bateau ou de n'importe quel autre type de flèche. Dès que la flèche pointe vers le bateau, la condition est remplie. Pour colorier une forêt, une condition simple doit être respectée. Elle doit être adjacente à au moins une autre forêt. Mais les forêts offrent aussi un bonus progressif. Lorsque vous coloriez votre 3e forêt, vous gagnez immédiatement un billet ballon. Lorsque vous coloriez votre 5e forêt, vous gagnez un second billet ballon. À chaque fois, encerclez le billet correspondant pour montrer qu'il est débloqué et qu'il peut désormais être utilisé. Je vous précisais pour les tunnels ce que je n'ai pas encore fait. Les tunnels ont une règle particulière pour être colorés. Pour pouvoir colorier un tunnel, il ne doit y avoir aucun autre tunnel dans les cases adjacentes. Les tunnels ne peuvent être coloriés qu'en fin de partie, jamais pendant la phase d'action. Petite précision importante à garder en tête, vous coloriez une icône, la position de votre architecte n'a aucune importance. Vous pouvez même colorier une icône située sur votre position actuelle. En revanche, les falaises et les montagnes ne peuvent jamais être coloriées. On passe maintenant à notre élément central du jeu, les destinations. Chaque destination est représentée par une paire de cartes. Une carte destination qui indique quelle case de votre plateau contient cette destination. Et une carte bonus de destination qui indique le bonus de cette destination. Sur votre plateau personnel, une case destination se reconnaît de 2 façons. Elle affiche le même nombre de points noirs que la carte case destination associée. Et elle est soulignée par une ligne rouge. Ce sont toujours des cases spécifiques distinctes des autres cases du plateau. Quand vous atteignez une case destination que vous n'avez pas encore visitée, vous débloquez son bonus. Tracez un cercle autour. Vous pouvez maintenant utiliser ce bonus quand vous le souhaitez. Une fois que vous l'avez utilisé, rayez-le. Il vous est désormais plus accessible. On termine avec un élément central du jeu, les missions. Il existe 26 cartes missions, chacune représentée par un agencement unique d'hexagones. Il va falloir reproduire sur votre plateau. Pour remplir une mission, vous devez recréer cet agencement en utilisant un seul des 6 types d'icônes du jeu. Donc par exemple, il faudrait que je reproduise, imaginons avec des forêts, que j'ai 4 forêts dans cette situation-là, sur mon île. Dès que vous utilisez un type d'icône pour remplir une mission, vous ne pouvez plus utiliser ce type d'icône pour une autre mission. Ce qui signifie qu'il est impossible de remplir plus de 6 missions au total, une par type d'icône. Si ici je la fais avec les forêts, je ne pourrais pas la faire avec les forêts là-bas. Je devrais choisir une autre icône. Chaque carte mission utilise 2 types d'hexagones. Les hexagones blancs, marqués d'une coche verte, indiquent que la case correspondante de votre plateau doit contenir une icône du type choisi. Peu importe qu'elle soit coloriée ou non, elle doit être présente. Les hexagones gris, avec croix rouge, indiquent que la case correspondante ne doit pas contenir l'icône du type choisi. Cette case peut être une case d'eau, être vide ou contenir une icône d'un autre type, tant qu'elle ne contient pas l'icône utilisée pour cette mission. Lorsque vous souhaitez accomplir une mission, plusieurs conditions doivent être vérifiées. Tout d'abord, vous ne pouvez jamais remplir 2 fois la même mission. Ensuite, vous devez choisir un type d'icône que vous n'avez pas encore utilisé pour une autre mission, puis vérifier que l'agencement indiqué sur la carte mission est bien reproduit sur votre plateau, avec des icônes du type choisi. S'il y a des croix rouges sur la carte mission, assurez-vous qu'aucune des cases correspondantes sur votre plateau ne contient l'icône choisie. Point important, l'agencement reproduit sur votre plateau peut être une rotation ou une image miroir de celui montré sur la carte mission. Les 2 sont parfaitement valides. Si toutes les conditions sont remplies, vous pouvez alors remplir la mission. Dans la section mission,
de votre plateau, dessinez l'icône choisie dans l'espace hexagonal associé à cette mission. La mission est alors considérée comme accomplie. Vous voyez, c'est ici que vous l'indiquez. Sur votre plateau, vous remarquerez qu'un billet se trouve entre certaines paires de missions. Dès que vous avez accompli les 2 missions d'une même paire, ce billet est immédiatement débloqué. Pour l'indiquer, encerclez le billet. Il devient alors disponible et peut être utilisé selon la règle normale d'utilisation des billets. Avant de parler de la fin de la partie, une précision essentielle concernant les missions. Vous pouvez remplir une mission à n'importe quel moment, pendant la partie ou en fin de partie. L'agencement de votre plateau doit simplement correspondre à la carte mission au moment précis où vous remplissez cette mission. Une fois la mission validée, elle ne peut plus être annulée. Elle ne peut plus être modifiée d'aucune manière que ce soit. La partie de Peninsula prend fin dès que la pile de cartes icônes est vide, au début de la phase d'administration. Cela signifie qu'il y a 24 tours au total. Sur les 25 cartes icônes, 24 sont jouées, et la dernière déclenche la fin de la partie. Une fois la partie terminée, et en respectant les règles habituelles, vous pouvez colorier des tunnels et d'autres icônes, si les conditions sont remplies, compléter des missions, puis passer au décompte final. Le score final se calcule en plusieurs étapes. Vous allez commencer par additionner les points de victoire de toutes les missions que vous avez complétées. Ensuite, on va passer aux icônes présentes sur votre plateau. Pour les falaises, vous marquez 1 point pour chaque paire de segments de falaise. Si le nombre total de segments est impair, vous l'arrondissez vers le bas. Chaque montagne remporte 1 point pour chaque icône coloriée dans les cases adjacentes. Les montagnes et les falaises ne peuvent pas être coloriées. Un groupe de montagnes adjacents sans autre icône autour ne rapporte aucun point. Pour les villages, bateaux, tunnels et forêts, 2 points par icône coloriée. Vous avez également 1 point pour chaque bouée utilisée, également 2 points pour chaque bonus de destination débloqué, 1 point pour chaque case laissée sans icône. Les cases qui contiennent uniquement des flèches, mais aucune des 6 icônes de jeu, sont considérées comme vides et rapportent également 1 point. Vous allez inscrire ensuite votre score final dans l'espace correspondant du plateau. Inscrivez chaque valeur dans l'espace correspondant du bateau. Inscrivez chaque valeur dans l'espace correspondant sur votre plateau. Additionnez ensuite les points de chaque catégorie pour obtenir un sous-total, puis additionnez tous ces sous-totaux. Le résultat obtenu est votre score final. Le joueur qui totalise le plus grand nombre de points de victoire remporte le concours de paysagiste et la partie de Peninsula. En cas d'égalité, la victoire est partagée entre les joueurs concernés. Pour les bonus de destination, vous avez, à la fin du livret de règles, tout qui est indiqué. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, par exemple, port supplémentaire, vous dessinez un port en mer et le reliez à une case côtière sans falaise. Cela vous permet de rajouter un port. Mangrove, vous dessinez une mangrove dans une case maritime adjacente à une case terrestre. Elle n'est pas considérée comme un arbre, mais compte comme telle si cela vous permet de remplir une mission qui en requiert un. Ici, vous dessinez une flèche en direction d'un bateau sur une case adjacente. Quand vous dessinez une icône, dessinez n'importe quelle icône à la place. Vous avez également l'aide de jeu qui vous rappelle tout cela en cours de partie. Je vais vous redire brièvement comment tout cela se passe. À votre tour, le joueur actif prend une carte icône des 2 qui est visible. Une icône est pour lui, l'autre est pour les autres joueurs. Vous dessinez des icônes uniquement dans les cases terrestres adjacentes à votre architecte. Au lieu de dessiner votre icône, vous déplacez immédiatement d'une case ou d'un port à l'autre. Un port et une falaise ne peuvent jamais être sur la même case. Lorsque vous dessinez un village, vous dessinez une flèche bidirectionnelle, déplacement gratuit dans un sens ou dans l'autre. Pour le colorier, il faut qu'il y ait 4 icônes uniques ou plus sur les cases adjacentes. Chaque village colorié vous rapporte 2 points en fin de partie. Les bateaux. Lorsque vous dessinez un bateau, vous dessinez une flèche vers l'extérieur. Déplacement gratuit dans cette direction. À colorier si au moins une flèche pointe vers sa case. Chaque bateau colorié rapporte 2 points en fin de partie. Les tunnels. Déplacement gratuit d'un tunnel à l'autre. À colorier en fin de partie s'il n'y a pas d'autres tunnels dans les cases adjacentes. Chaque tunnel colorié vous rapporte 2 points. Les 3e et 4e forêts coloriées vous rapportent un billet ballon chacune. Elles sont à colorier si elles touchent une autre forêt. 2 points en fin de partie pour chaque forêt. Les falaises peuvent partager une case avec une autre icône. Dessiner des segments de falaises le long de chaque bord côtier. Peut être utilisé pour des missions. On ne peut pas les colorier. 2 segments de falaises rapportent 1 point. Les montagnes n'ont pas d'habilité, ne peuvent pas être coloriées. Mais pour chaque montagne, chaque icône adjacente coloriée rapporte 1 point. Dès que vous êtes sur une case destination, vous débloquez son bonus. Peninsula propose également plusieurs variantes, utilisables aussi bien en solo qu'en multijoueur, pour modifier légèrement l'expérience de jeu. Une variante pour garder les cartes visibles. Dans cette variante, chaque joueur conserve toutes les cartes icônes qu'il a choisies, en les plaçant les unes à côté des autres, au lieu de les empiler. Ainsi, toutes les cartes utilisées restent visibles, ce qui permet de mieux savoir quelles icônes peuvent être piochées au cours de la partie. Une variante avec pile de cartes icônes face visible. Ici, la pile de cartes icônes est placée face visible au lieu d'être cachée.
Cela permet de savoir quelle sera la prochaine carte piochée et donc de mieux planifier ses actions. Il y a également des défis uniques, spécialement conçus pour le jeu solo et le jeu multijoueur, qui sont disponibles en ligne que vous retrouvez sur le site de l'éditeur. Vous aurez le lien en description. Vous avez une variante pour des parties plus rapides et ou à plus de 4 joueurs. Cette variante permet de raccourcir la durée d'une partie, soit de jouer à plus de 4 joueurs. Pour la mettre en place, commencez par retirer 6 cartes icônes du jeu. Ensuite, rayez toutes les bouées sur le plateau avant de commencer la partie. Les bouées ne sont pas utilisées dans cette variante. Contrairement au jeu normal, une seule carte icône reste face visible sur la table au lieu de 2. Il n'y a pas de joueur actif ni de joueur passif. À chaque tour, tous les joueurs, en même temps, choisissent une des 2 icônes présentes sur la carte visible, chacun pour soi. La pile de cartes icônes reste face visible afin que tout le monde puisse voir quelle sera la prochaine carte. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur phase d'action, retirez la carte icône actuelle, puis remplacez-la par la carte du dessus de la pile, qui sera utilisée pour le tour suivant. Après le mode multijoueur et les variantes, voyons comment fonctionne Peninsula en solo. Les sensations restent proches, mais la structure d'un tour et la préparation changent légèrement. Pour une partie solo, commencez par préparer le jeu normalement, puis appliquez les modifications suivantes. Tout d'abord, retirez 6 cartes icônes au lieu de 5. Ces cartes ne seront pas utilisées de la partie. Ensuite, lorsque vous mélangez les cartes icônes, faites pivoter la moitié du paquet d'un demi-tour et répétez cette opération plusieurs fois. Cela permet de rendre leur orientation des cartes réellement aléatoire. Contrairement au jeu multijoueur, ne révélez aucune carte de la pile de cartes icônes. Enfin, en jeu solo, vous avez le rôle actif pendant toute la partie. En solo, chaque tour se déroule en 2 phases. Vous commencez par retourner 2 cartes icônes. Important, ne regardez pas les icônes avant de les retourner. Leur orientation, laquelle se trouve en haut et laquelle en bas, doit être totalement aléatoire. Ensuite, au lieu de choisir une carte, comme dans le jeu normal, vous allez choisir un côté de la rivière. Vous avez alors 2 options, soit 2 icônes situées à droite, soit 2 icônes situées à gauche. Par exemple, dans cet exemple, vous avez le choix entre une forêt et un village, ou bien un tunnel et une montagne. Une fois le choix des icônes effectué, passez à la phase d'action. Cette phase se déroule exactement comme dans une partie multijoueur, à la différence que vous êtes seul à jouer et que vous avez le rôle actif en permanence. Vous utilisez 2 icônes au lieu d'une seule, vous pouvez utiliser ces 2 icônes dans l'ordre de votre choix. Comme dans le jeu multijoueur, vous pouvez effectuer les actions habituelles avant et après l'utilisation de chaque icône. Une fois que la phase d'action est terminée, défaussez les 2 cartes utilisées, le tour est alors terminé et le tour suivant commence. En mode solo, les bouées de sauvetage fonctionnent différemment. Utiliser une bouée vous permet d'ignorer complètement la rivière. Concrètement, vous prenez l'icône de votre choix sur chaque carte icône. Il est strictement interdit de choisir les 2 icônes d'une même carte. C'est-à-dire que vous choisissez soit comme ceci, soit comme cela. Pour déterminer votre résultat solo, vous devez choisir l'un des 2 modes de verdict final. Le mode record personnel. Dans ce mode, votre objectif est simple, marquer le plus de points possible afin de battre votre propre record. Vous pouvez également vous lancer un défi plus structuré. Dans ce cas, vous choisissez un niveau de difficulté qui impose un nombre précis de points à obtenir grâce aux missions, ainsi qu'un score total minimum à atteindre. Vous vous servez de ce tableau-là. La partie en solo prend fin dès que la pile de cartes icônes est vide. Cela correspond à 12 tours au total. À la fin de la partie, comptez vos points, comme dans le mode multijoueur. Et comparez votre score selon le mode verdict que vous avez choisi. Juste avant de passer à mon avis sur Peninsula, si la vidéo vous a été utile, pensez à mettre un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu, si ce genre d'expérience vous attire. Peninsula est un jeu qui prend le temps de s'installer, le temps de réfléchir, le temps de voir une île émerger progressivement sous la pointe du crayon. Dès le premier tour, le jeu transmet une sensation très particulière, celle d'un puzzle évolutif. À la fois personnel et contraignant, où chaque trick compte. Ici, contrairement à de nombreux jeux, rien n'est effacé, rien n'est vraiment corrigé. Une décision prise trop tôt ou trop tard se répercute souvent jusqu'à la fin de la partie. Le ressenti dominant est celui d'une planification permanente. On n'est jamais dans l'urgence immédiate, mais constamment dans l'anticipation. Quelle icône dessiner maintenant? Où se positionner pour préparer une mission? Faut-il optimiser ses déplacements ou accepter un léger détour pour poser la bonne icône au bon endroit? Peninsula installe un dialogue continu entre le plateau et le joueur. Ce dialogue devient rapidement très prenant. L'attention de Peninsula est subtile. Elle ne vient pas d'une confrontation directe, ni d'un compte à rebours brutal, mais du temps limité et des opportunités qui disparaissent peu à peu. La pile de cartes icônes se réduit, les tours s'enchaînent, et certaines options deviennent impossibles, s'ils n'ont pas été préparées suffisamment tôt. Le rythme est fluide, presque régulier, mais jamais monotone. Les tours sont courts, structurés, et la simultanéité des actions permet de maintenir une dynamique constante. Même à plusieurs joueurs, l'ambiance autour de la table est souvent calme, concentrée, parfois silencieuse, mais rarement passive. Chaque joueur est plongé dans son île, dans sa réflexion, dans cette sensation agréable de construction maîtrisée, mais toujours sous pression. L'un des aspects les plus réussis du jeu est sûrement la cohérence entre la mécanique et le thème. Le thème du concours paysagiste n'est jamais plaqué, il est incarné dans chaque mécanisme. Dessiner des icônes plutôt que de poser des tuiles, tracer des routes et des canaux avec des flèches, déplacer un architecte plutôt qu'un simple pion. Tout concours a renforcé l'idée que l'on aménage réellement un territoire. Les contraintes de placement ont elles aussi une logique thématique forte.
les forêts qui doivent être adjacentes, les villages qui créent des routes, les bateaux qui ouvrent des canaux, les tunnels qui relient des zones éloignées. Chaque règle fait sens. Même les missions, avec leur forme d'hexagone à reproduire, évoquent des projets d'aménagement précis, imposés par la reine. Le jeu donne ainsi une impression rare de cohérence globale, où le thème n'est jamais sacrifié à la mécanique ni l'inverse. Le jeu est dense, riche en sous-systèmes, et demande une vraie phase d'appropriation. La première partie sert souvent de découverte, mais parfois même de practice test, où on comprend surtout ce qu'il ne faut pas faire. Cela dit, la courbe d'apprentissage est remarquablement bien pensée. Les règles sont logiques, bien découpées, et une fois les bases assimilées, tout s'imbrique naturellement. Dès la deuxième ou troisième partie, le jeu devient beaucoup plus fluide. Et l'on commence à réellement jouer avec le système, plutôt que contre lui. Peninsula récompense clairement l'investissement. Plus on y joue, plus il devient gratifiant. La rejouabilité est l'un des piliers du jeu. Les 26 missions, toutes différentes, offrent une immense variété d'objectifs. Le fait de ne pouvoir utiliser chaque type d'icône qu'une seule fois pour les missions force à faire des choix drastiques, et garantit que deux parties ne se ressemblent jamais vraiment. L'ordre des cartes icônes, les destinations révélées, les bonus accessibles et même la gestion des bouées ou des billets modifient profondément la manière d'aborder chaque partie. À cela s'ajoutent les variantes qui permettent d'ajuster la difficulté ou la lisibilité. Peninsula est un jeu qui supporte bien la répétition et qui pousse naturellement à l'optimisation et à la remise en question. Le jeu a fait le choix de la lisibilité avant tout. Le style est sobre, presque cartographique, mais parfaitement adapté à un jeu où on dessine et annote constamment. Les icônes sont claires, distinctes, immédiatement reconnaissables. Les plateaux sont bien organisés, mais avec des zones clairement identifiées pour les missions, les bonus, les points et les déplacements. C'est un jeu élégant, cohérent et très confortable à pratiquer. La direction artistique sert pleinement à l'expérience ludique, sans jamais la parasiter. Le matériel est solide et bien pensé. Les cartes sont de bonne qualité, lisibles et résistantes. Les disques transparents utilisés pour les architectes sont simples, mais parfaitement adaptés en leur fonction. Les aides de jeu sont claires, bien structurées et rendent l'apprentissage beaucoup plus fluide. Dans un jeu aussi dense, c'est un vrai confort, surtout pour les premières parties. Le mode solo n'est pas un ajout opportuniste, il est réellement intégré au design du jeu. La modification de la phase de choix des icônes avec la rivière et le choix par côté renouvelle profondément les sensations. Le fait d'utiliser 2 icônes par tour accentue encore la dimension pulse et nécessite de planifier à long terme. Le mode record personnel satisfera les joueurs amateurs d'optimisation pure. Tandis que les niveaux de difficulté apportent de véritables objectifs structurés, basés à la fois sur les missions et le score total. Le solo est exigeant, parfois même impitoyable, mais extrêmement satisfaisant pour qui aime se mesurer à un système bien huilé. Peninsula s'adresse clairement à des joueurs qui aiment les jeux de réflexion profonds, les amateurs de puzzles spatiaux d'optimisation, des joueurs appréciant l'interaction indirecte plutôt que l'affrontement frontal, des joueurs solo en quête d'un jeu riche et rejouable. Il comblera les joueurs qui aiment construire, planifier et maîtriser un système complexe. Peninsula est un jeu exigeant, élégant et profondément satisfaisant. Il demande de l'attention, de la patience et une vraie implication, mais il l'aura au centuple. Sa cohérence mécanique et sa richesse stratégique, son excellent mode solo et sa grande rejouabilité en font un titre marquant, capable de s'installer durablement dans une ludothèque. Un jeu qui ne cherche jamais à impressionner par le bruit ou la vitesse, mais qui séduit par la profondeur, la finesse et la maîtrise de son design. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!